Absolument. Le mot maintenant est disponible. Ça va. Euh, le titre, je vais faire. Je vais mettre le titre. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire un live. On va faire un live là sur un live médical, comme on doit prendre l'habitude. On fait un petit live, mais laissez-moi essayer de me connecter sur TikTok. C'est ma page de secours TikTok, donc j'essaie de faire un soutien. Alors, qu'est-ce que je mets sur ce TikTok? Euh, alors, sur ce TikTok, je mets quoi invité? Qu'est-ce que je fais? Alors, abonnement. Alors, je vais peut-être supprimer ça. Non, peut-être supprimer ça. Alors, je fais hôte, améliorer, interagir, hôte, inviter. Je ne sais pas comment je retourne l'appareil. Donner un titre. Je vais donner un titre ici, je n'y arrive pas. Donc, on parlera. Bonjour Catherine Gonga, bonjour. On parlera de. Allez, je vais retourner. Je vais retourner. Retourner l'appareil photo. Voilà. Oui, mais pas monter, mais suivre. Ça n'a pas d'intérêt. Bon, parce que c'était pour monter, non, c'était pour suivre. Alors, bon, on va parler juste un instant. On va donc faire encore un peu de médical, là, invité, invité, je vais copier, je vous mets ça là. Je ne sais pas si mon frère Gustave Mwanga sera là, il pourra monter. Euh, le chargeur de ça, il y a quelque chose. Alors, l'affaire Balthazar peut être vue sur plusieurs angles. Et moi, je voudrais qu'on aborde l'angle médical de l'affaire Balthazar. Et c'est une affaire qui me rappelle une autre affaire pour laquelle les gens se sont posés un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, une question qui a eu un volet judiciaire. Et l'affaire Balthazar pourrait aussi avoir un volet judiciaire, mais un volet, je vais dire, médico-judiciaire. Et parce que les gens se posent des questions, du pourquoi, du comment de ce volet médico-judiciaire, il est important que je vous apporte ma modeste contribution pour comprendre cette histoire
d'exposition volontaire à un risque accru de contamination, soit de contamination, soit d'infestation par un microbe. Je me répète, le volet médico-juridique de l'affaire Balthazar, ou encore une affaire précédente qu'on a appelée affaire, rappelez-moi un peu, vous qui êtes dans le live, rappelez-moi, il y a eu une affaire au Cameroun, Balthazar c'est en Guinée équatoriale, mais il y a une affaire au Cameroun qui a défié la chronique. Où on a parlé d'un individu qui aurait multiplié des rencontres charnelles et aurait contaminé plusieurs personnes. Je ne vois personne là pour participer à ça. Il s'agit de qui? On parle de qui là? Hein? Personne n'est avec nous. Pourquoi vous n'êtes pas là? Partagez, interréagissez, parce que c'est un live éducatif où je souhaiterais que les gens partagent et échangent dans leur avis. Et je ne vois personne me donner son avis. Catherine Goka, très bien. Mais même ma CM ne réagit pas, c'est quand même un peu étonnant. Alors, Catherine Goka, heureusement, elle nous a dit, a fait Bogdan. En effet, l'affaire Bogdan, c'est cette affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun il y a de cela quelques mois, où un monsieur, Hervé Bogdan, aurait été accusé d'être un prédateur sexuel qui aurait, lui, pour le coup, peut-être forcé beaucoup de femmes, de jeunes filles, mais serait allé avec elles de manière dénudée, sans aucune protection, et aurait distribué à ces femmes-là le virus du VIH, le VIH qui est le virus d'immunodéficience humaine. Qui est donc un virus et qui va entraîner une diminution de l'immunité du corps et exposer le corps à... quand on me dit là, Robin t'invite à co-héberger, ça veut dire quoi co-héberger? Et à quoi ça rime? Je ne sais pas. Donc, diminuer l'immunité de l'organisme et entraîner donc une baisse des défenses immunitaires. Si bien que le corps humain sera à la merci des infections, toutes sortes d'infections. Infections pulmonaires, notamment, dont la tuberculose, la pneumocystose ou toute autre infection. Voilà. Parfois, les infections à germes banals, mais qui, face à un corps qui a diminué significativement son immunité, ne pourra pas réagir convenablement. Sur TikTok, je vois beaucoup de gens venir dire interréagir, pour héberger, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais demander à ma CM d'essayer de voir un peu ce que c'est. Et on va finalement mourir de
d'infection qui, dans un contexte d'immunité normale, le sujet n'aurait même pas eu la manifestation clinique de cette infection. Donc, c'est ce qu'on appelle des infections opportunistes. Opportunistes, c'est-à-dire qu'elles sont là un peu opportunément parce que, voilà, il y a un organisme qui est affaibli par un virus qu'on appelle donc le rétrovirus VIH et qui va être à l'origine donc d'une maladie qu'on appelle le sida. Voilà, syndrome d'immunodéficience acquise. Parce que le virus va s'attaquer aux globules blancs qui sont les soldats de notre organisme. Voilà. Et surtout, les cellules particulières qu'on appelle les cellules helper. Et vont plutôt activer les cellules T, les cellules killer. Et vont entraîner donc la baisse de l'immunité. OK. Donc, le VIH, c'est une infection chronique qui est dangereuse car le pronostic vital est engagé lorsque les malades ne sont pas pris en charge, ne sont pas traités. Le VIH est donc une maladie grave, sérieuse, endémique, qui est transmise par du contact. Il faut que les substances de notre organisme soient en contact avec l'intégrité d'un organisme voisin avec qui on s'accouple, par exemple, et pas seulement qu'on s'accouple, pour pouvoir être transmis par le liquide, un liquide particulier, le système particulier, le système lymphatique, le système qui sert donc à la défense immunitaire. Le sang peut être le moyen par lequel on va contracter le VIH. Mais des contacts par la salive, par le sperme, peut aussi être à l'origine. Et surtout, si on a une éraflure, si on a une certaine brèche dans notre corps, même au niveau de nos organes génitaux, nos organes sexuels, effectivement, donc une charge virale importante va pouvoir traverser d'un corps à un autre, d'un liquide à un autre et gagner notre organisme et faire de nous des gens qui sont atteints du virus. Et c'est la raison pour laquelle on va, par exemple, éviter d'utiliser des organes souillés, souillés par du sang, souillés par tout ce qui peut contenir ce virus. Par exemple, lors des injections, pas des seringues qui doivent être vraiment stériles et jetables, voilà, usage unique. Mais aussi, lorsqu'on fait par exemple la transfusion sanguine, on ne va pas faire la transfusion sanguine de quelqu'un qui est contaminé. Voilà. Donc, il est important de ne pas avoir affaire à une certaine exposition en faveur d'un individu qui a déjà et qui est connu pour avoir le virus de l'immunodéficience acquise. Alors, comment on le sait? A priori, on ne le sait pas. A priori, on ne le sait pas, mais on sait déterminer quels sont les sujets qui sont susceptibles d'être à risque d'être infectés par le virus. C'est des sujets qui ont plusieurs partenaires, des sujets qui ont des comportements sexuels déviants. Par exemple, les LGBT, voilà,
les HOMO, SE, XUEL, S, voilà, qui sont quand même des sujets à risque. Car n'oubliez pas que dans l'histoire du sida, il y a justement cette catégorie, cette minorité de personnes à mœurs déviantes, voilà, qui ont été les premiers à être le foyer endémique du VIH. Bon, mais il n'y a pas que. Ceux qui multiplient donc les partenaires sont aussi à risque. Sont à risque parce que euh, sont à risque parce que ils ont justement une telle multiplicité de partenaires que la probabilité d'avoir un partenaire qui est contaminé n'est pas faible. Quand on regarde la prévalence du VIH dans le monde, quand on regarde la prévalence du VIH dans le monde, on peut se dire, bon, là, quand même, si j'ai 400 partenaires et que vous avez, par exemple, vous êtes dans une population où la prévalence du VIH est, allez, disons comme ça, de 15%. Alors, vous faites un peu le calcul de probabilité. Une population de 15%, c'est-à-dire que dans les 400 partenaires, 15% sont susceptibles d'avoir le VIH. Donc, si je vais avec les 400 partenaires, donc, vous faites 415 divisé par 400. Ou vous faites la règle de 3. 15%, 15 correspond à 100 personnes. Donc, sur 100 personnes, 15 ont le VIH. Si vous avez 400 partenaires, quelle sera votre probabilité à vous d'avoir le VIH? Donc, vous allez faire, en fait, 15 multiplié par 400 divisé par 100. Ça, c'est ce qu'on peut essayer de faire. Moi, je n'ai pas la calculatrice ici, là. Essayez un peu d'aller avec une calculatrice. Je ne sais pas si je peux. Sinon, si quelqu'un trouve, peut nous mettre ça en direct. Faites un peu parce que je n'ai pas de calculatrice avec moi. 15 multiplié par 400 divisé par 100. Plus que 15. Mmh. Ah bon? Tu es venu juste pour laisser et puis partir? Non, mais ça le dirait, ne va pas durer. Je pense que vous êtes ça que j'ai pas. Ah, d'accord. OK. Non, pas particulièrement, mais bon, ça dépend du programme aussi que tu as avec lui. En fait, il a dit que bon, va donc causer avec lui, après tu reviens. OK. Alors, donc, excusez-moi, est-ce que vous avez fait le calcul? La personne a fait le calcul. 15 multiplié par 400 divisé par 100. Qu'est-ce que ça... Personne n'a fait le calcul. Bon, je vois 60. Enfin, je ne sais pas trop si c'était ça le calcul, parce qu'il n'y a aucune phrase. Je vois juste le mot 60. Bon,
Vous ne voulez pas participer avec moi? Écoutez, j'attends hein, que vous me fassiez le calcul. Hein. Si on est dans une population de 15% de prévalence du VIH, c'est-à-dire que 15 personnes sur 100 ont le VIH. Et vous avez, dans cette population, vous avez 40 partenaires, 400 partenaires. 400 partenaires. Quelle est la probabilité que vous attrapiez le VIH dans cette population? Alors, les amis, personne ne veut dire. Ça donne 60. OK. Ça donne 60. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour attraper le VIH, il faut que vous ayez eu un rapport avec 60 femmes. Lorsqu'on a une prévalence de 15% dans la population et vous avez eu 400 partenaires. Donc, si vous allez avec 60, la possibilité, la probabilité que vous ayez attrapé ça, c'est de 60. Il y a personne de sensé qui irait avec 400 personnes dans un environnement de VIH sans aucune protection. On sait que le préservatif est le moyen de protection le plus répandu et le plus efficient. En dehors de l'abstinence, en dehors de la fidélité. Et encore que si vous êtes fidèle, il faudrait que votre partenaire aussi le soit. Donc, deux personnes fidèles qui n'ont pas contraint le VIH sont à peu près sûres qu'elles n'auront pas ça. Une fois de plus, si la transmission, elle est par voie sanguine, mais, ou par voie sexuelle. Et parce que si vous n'avez pas une transfusion sanguine, évidemment, on sait que vous n'allez pas avoir le VIH. Mais quelqu'un qui va donc comme ça, tout va, avec 400, et encore on a dit 400, ça peut être plusieurs, dans un tel environnement, soit elle se sait déjà malade, et elle est dans le processus de contaminer, et encore, même là, ça relève de l'irresponsabilité. Ça relève de l'irresponsabilité. Et pourquoi ça relève de l'irresponsabilité? Ça relève de l'irresponsabilité parce que ce n'est pas parce que on est contaminé par le VIH. Et qu'on prend même peut-être le traitement. Partons de ce principe qu'on prend le traitement alors qu'on est contaminé par le VIH. Et on prend le traitement. OK. Le traitement nous stabilise. Le traitement nous stabilise par rapport au virus qu'on a et par sa souche, par son caractère sensible au traitement que nous avons. Si nous multiplions les partenaires et nous avons dans notre multiplication de partenaires, nous sommes encore en contact avec le virus d'un partenaire. Il suffit que le virus de ce partenaire ait un génotypage, c'est-à-dire un bagage génétique, une configuration qui n'est pas la même que la mienne et que c'est une configuration qui a peut-être des souches de résistance. Parce que le virus, vous savez que le virus, il mute terriblement. Le virus a cette faculté à muter, à acquérir un code génétique un peu différent de son prédécesseur. Voilà. Heureusement, les traitements antirétroviraux ont un large
spectre d'action. Mais je vais te dire qu'il y a un certain type de souche. C'est pour ça qu'on fait parfois le typage. Alors, cette souche-là, qui peut être plus importante dans telle région, dans tel pays par rapport à un autre, ainsi de suite là, est-ce que cette souche va être sensible au traitement que vous prenez? That is the question. Et le fait de multiplier donc des rencontres et d'être en contact avec des souches autres que la vôtre, pouvez-vous même créer un nouveau type de souche et qui pourrait être résistant au traitement que vous avez. Et donc, vous aurez un virus de l'immunodéficience acquise qui est un peu différent de celui que vous avez déjà. Et il peut être donc pas sensible au traitement que vous avez. Et vous allez donc créer une résistance au traitement. Parce que la résistance au traitement existe. Et l'une des raisons de la résistance au traitement, c'est le fait déjà, de prendre le traitement n'importe comment, que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Voilà, parfois vous abandonnez, après vous reprenez. Mais aussi la multiplicité d'infestations. Le fait d'avoir des nouvelles charges virales dans votre organisme au gré de vos contacts, soit avec des gens qui s'injectent bon, la narcomanie. Et donc, vous savez que les narcomanes sont souvent exposés parce que c'est quand même des injections. Et puis, les instruments peuvent être souillés. Donc, vous allez nous crever ça. Ou alors, les gens au comportement sexuel déviant, comme on a parlé tout à l'heure. Ou encore des gens qui vont dans le full contact. Donc, vous pouvez avoir ce genre de cas. Donc, ce qui veut dire que le fait d'avoir un traitement du VIH qui est bien conduit ne fait pas de vous quelqu'un qui euh, est sans qui a une protection absolue. Voilà. Parce que ce qui est important dans cette histoire, c'est que vous ne devez pas recevoir un germe nouveau. Vous ne devez pas recevoir un germe nouveau. Mais comme vous êtes sous traitement et que votre charge virale est indétectable, c'est-à-dire que le virus, il a été anéanti par les antirétroviraux, donc il ne circule pas en réalité dans votre sang. Et comme il ne circule pas, il ne peut pas sortir de votre organisme puisque les résidus sont coincés dans les endroits de notre organisme où ce virus va se cacher. C'est les ganglions. Les virus sont logés dans les ganglions, restent dans les ganglions et attendent que l'organisme soit un peu affaibli pour ressortir. Mais ils vont être confinés là-bas grâce au traitement que vous prenez. Grâce au traitement. OK. Donc, déjà, TikTok, personne ne tapote. Personne ne tapote. Et donc, on va nous dire que le truc n'est pas. Donc, ce qui est important, c'est que le virus ne sorte pas de votre organisme pour aller vers un partenaire ou une partenaire. Et le fait, vous, de prendre le traitement va donc empêcher au virus de sortir de votre organisme et de contaminer l'organisme contact. Voilà. Donc, quand vous êtes sous traitement, normalement, un traitement bien conduit, un traitement efficace, avec une charge virale qui est indétectable, vous ne transmettez pas le virus.
vous ne transmettez pas. C'est la raison pour laquelle on a des couples qui sont sérodiscordants. Un est positif, l'autre ne l'est pas. Et celui qui est positif est sous traitement, ils peuvent avoir des rapports normaux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose qui est connu, reconnu, codifié. Si vous, maintenant, là, des accusés, c'était Hervé Bogda ou encore Balthazar, partons sur le principe qu'ils n'ont pas le VIH, mais ils multiplient les rencontres non protégées. Ben, ça veut dire qu'ils sont suicidaires. Parce qu'il suffit que parmi les 400 comment ça s'appelle, de Balthazar, parmi les 400, on a 15% qui sont contaminants. 15% sur 400. Donc, ça veut dire que 15% de 400. Donc, on voit ce que c'est. Vous avez donc cette cohorte-là de patients qui sont contaminés et qui vont avoir des contacts, des full contacts avec Balthazar. Ben, il y a une probabilité très importante qu'il soit contaminé. Et il en est conscient, je suppose, j'espère, qu'il est conscient que aller comme ça là, en multipliant des rencontres avec des personnes qui sont susceptibles d'être contaminées, il va l'être. Mais pour avoir dans la sérénité nécessaire et continuer à le faire, comme on a vu sur quelques-unes des vidéos, et comme beaucoup de gens le font, certainement, il faut qu'ils soient convaincus que ces partenaires-là ne sont pas eux-mêmes ou elles-mêmes contaminés. Or, comment le savoir si vous n'avez pas leur test VIH? Et encore, déjà il faut que vous soyez certain de la véracité, de la probité, de la réalité de ce test et de son résultat. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous avez un test négatif aujourd'hui que vous n'êtes pas séropositif, que vous n'êtes pas contaminé. Car on sait que la séroconversion, c'est-à-dire le fait le passage d'un test négatif à un test positif, prend du temps, prend quelques semaines, voire des mois, ou quelques mois, ou un mois, peu importe le délai. Donc, il faut avoir fait un test de contrôle beaucoup plus tard pour être sûr que oui, je ne suis pas contaminé. Or, je ne suis pas sûr que dans ces rencontres fortuites, occasionnelles, comme ça, là, du jour au lendemain, voilà, vous avez un partenaire, allez, vous êtes parti et tout, qui a ce genre de précaution. Et comme ce n'est donc pas le cas, ça veut dire que vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas et que vous n'êtes pas suicidaire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et qui découle d'un principe. Il découle d'un certain principe. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que vous devez éviter que votre partenaire ait une charge virale suffisante pour inoculer votre organisme. Pour cela, il faut que votre partenaire ait un traitement. Si elle est infectée, il faut qu'elle ait un traitement. Si elle a un traitement bien conduit, alors vous savez que vous pouvez aller avec elle sans protection, elle ne va pas vous contaminer. Mais comme là aussi, vous ne savez pas si elle est, parce qu'elle ne vous l'a pas dit, si elle est contaminée, elle est infectée, et si elle est sous traitement, vous ne savez pas. Alors, la seule chose
qu'il faudrait donc pouvoir faire, c'est que vous ayez une barrière qui empêche que, si elle est contaminée, que son virus puisse pénétrer votre organisme par les voies d'entrée, entre autres voies sexuelles. Et pour empêcher que ça entre, il faut que vous ayez donc vous des soldats qui empêchent l'invasion du VIH dans votre organisme. Et ces soldats-là, c'est quoi? C'est le traitement. Le fait d'être traité, alors que vous n'êtes pas malade. Alors que vous n'êtes pas malade, vous êtes traité parce que vous êtes un sujet à risque, par exemple. Vous êtes traité, vous allez être prémuni de l'invasion du virus. C'est ce que l'OMS a appelé le programme PREP, le PrEP. Le PrEP est une conception assez intelligente, mais qui nécessite aussi une réflexion et une certaine volonté dans les systèmes de santé qui ont essayé d'évaluer le rapport, enfin, le coût-bénéfice de certaines méthodes préventives. Coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'on dépense combien pour quel gain, pour quel gain. Donc, on s'est rendu compte que, écoutez, les gens qui ont un peu des mœurs un peu bizarres, là, qui adorent certaines choses, les homos, voilà, vous avez compris, les, les narcomanes, les gens qui sont des addicts à la sexualité et au multipartenariat. Bon, voilà, c'est quand même compliqué. Mais c'est des foyers de contamination. Très important. Et ils vivent avec nous, ils vivent dans la société avec nous. Donc, ils sont susceptibles de transmettre le virus aux gens. Alors, le concept que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est que si quelqu'un est contaminé et il n'a pas, il a un traitement, il ne va pas contaminer. Ou encore, si quelqu'un n'est même pas contaminé, mais il prend le traitement parce qu'il est constamment exposé, il ne va pas attraper le virus qui vient de l'extérieur. Parce que les traitements antirétroviraux, il y en a qui ont pour mécanisme d'action d'empêcher le virus de se fixer à la membrane de la cellule hôte, celui qui reçoit, celui qui va être contaminé. Donc, ces cellules lymphocytaires vont être bloquées. Donc, les récepteurs de ces cellules-là vont être bloqués par le traitement et donc le virus qui est venu ne peut pas se fixer parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une fixation avant la pénétration dans la cellule et la multiplication dans la cellule. Donc, le fait d'empêcher cette fixation va faire que même si vous avez été en contact avec le virus transmis par votre partenaire, le virus ne va pas rester dans votre organisme, il va être éjecté parce qu'il ne s'est pas fixé à la cellule, à la membrane de la cellule. Donc, c'est ça le principe de ce programme, qui veut donc qu'il y a des gens qui, bon, ont une vie très à risque, vont donc avoir ce traitement et ne vont pas être contaminés. Et s'ils ne sont pas contaminés, ils cassent la chaîne de contamination, de propagation du VIH. Vous avez donc, il est possible que si vous avez un prédateur sexuel et qui va en full contact, vous dites que il a le VIH, il va dire que je jure que je n'aime pas ça là et que d'ailleurs, si jamais par tout hasard, personne ne m'a donné ça là. Parce que, comment est-ce qu'elle va le dire? Que non, je viens d'avoir ça, oh, j'ai eu, on appelle ça une relation avec tel, donc c'est elle qui m'a contaminé. Parce que si elle apporte la preuve que jusque-là, parce que les gens comme ça là vont vous faire peut-être le test régulier, parce qu'elle s'attend à ce qu'un jour, elle peut être accusée de
Oh, si vous êtes déjà contaminé et que vous avez une vie de débauche comme ça, là, mais allez donc dire que non, je n'ai pas ça depuis 1 an. Je venais juste d'avoir ça. Il n'y a que les labos, les labos, les résultats des labos qui peuvent vous sauver. Donc la personne a peut-être son labo, elle fait un labo fiable. Il n'y a pas, vous pouvez aller chercher n'importe comment, c'est fiable. Il y a 1 an, elle a fait le test. Il y a 6 mois, elle a fait. Il y a 3 mois, elle a fait. Il y a un mois même, elle a fait. C'était négatif. Elle va pouvoir démontrer que non, je venais d'avoir ça. Donc, c'est toi qui m'as. Donc, quand vous voyez des gens clamer comme ça, que machin, c'est que les personnes ont préparé leur défense. Elles savent qu'elles ont ça là. Et qu'en plus de ça là, elles sont couvertes par le programme PrEP, programme validé par l'OMS et qui a montré donc son efficacité en termes de coût-bénéfice. Diminuer la prévalence, le nombre de cas dans une population donnée, ou l'incidence, le nombre de contaminations par an dans une population donnée. Ce programme-là a diminué parce que ça maîtrise, ça contient euh, la transmission dans des foyers à risque. Donc, c'est pour répondre juste à une question posée à juste titre par des non-médecins dans les réseaux sociaux. Oh, il a le VIH, oh, il a distribué. Après, on nous dit que tous les tests de FB sont négatifs. Or, on nous dit que lui, il va dans le full contact. Bon, si c'est qu'il va dans le full contact, dans un environnement où le VIH au Cameroun, je suis désolé, c'est loin d'être négligeable. Et s'il est serein, qu'il n'a rien, la probabilité, je dis la probabilité, qu'il prenne les médicaments, la trithérapie, alors qu'il est en fait peut-être pas malade, elle est la chose la plus logique. Voilà. Et c'est aussi la perversité du truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a permis par des progrès médicaux, mais qui n'ont pas été faits pour ça. Hein, parce que le programme, là, validé par l'OMS, n'a pas été mis en place pour que les gens deviennent des prédateurs sexuels sur la dehors, hein, et en aimant la chair. Non, c'est pas pour eux que ça a été mis, mais sauf qu'ils font d'une bonne cause une vertu maléfique, simplement. Et donc, si, bon, Balthazar est aussi de cette lignée-là, de gens qui sont sûrs d'eux, qui n'ont rien, d'ailleurs, puisqu'il nous aurait dit que ben, lui, il va accuser, si jamais il a fait tout ça, il va accuser, il va porter plainte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que il pourra peut-être apporter un élément de preuve médicale qu'il avait des tests négatifs jusque-là. Donc, c'est les derniers partenaires qui l'ont contaminé. Donc, peut-être que le programme PrEP, il le prend aussi. Peut-être. Donc, ne vous étonnez plus de ça. Ne vous dites plus que c'est impossible. Que quelqu'un qui va en full contact, euh, voilà, c'est pas possible. Sinon, il est forcément VIH. Peut-être qu'il n'est pas VIH. Peut-être. Il se protège par ce traitement-là. Alors maintenant, la question, c'est bien de savoir euh, comment faire pour éviter que les prédateurs sexuels multiplient leurs actions, leurs partenaires, restent dans leur monde sans courir de risque. Parce que peut-être que le fait de courir ce risque-là va justement freiner leurs ardeurs. Mais comme ils sont couverts par cette approche, c'est quand même un peu problématique. OK? Donc, la question, c'était, euh, est-ce possible? Je vous ai répondu que oui, c'est possible. C'est possible de multiplier les partenaires et d'être plutôt sain. C'est une prouesse médicale qui sert à des gens pas sérieux, tout simplement. C'est une prouesse médicale au service, malheureusement, des gens qui ont des moyens et qui veulent assouvir leur instinct animalier. Alors, donc, c'était un court live médical pour répondre à cette question
Bonsoir, mon grand. Donc, est-ce le plus vieux? Euh, alors, tac, 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 tac. Bon, je n'ai pas de... Que pensez-vous des individus qui, devant un partenaire suspect, portent de préservatifs avec l'idée qu'ils seront mieux protégés? Euh, David Atemken, mon cher ami, comment tu vas? Alors, que pensez-vous des individus qui, devant un partenaire suspect, portent deux préservatifs avec l'idée qu'ils seront mieux protégés? Après, sur le plan purement sexuel, je ne sais pas trop quel est le ressenti à apporter de préservatif. Si on le porte et qu'on a toujours le ressenti nécessaire, ben pourquoi pas? Euh, Parce qu'une protection, enfin deux protections valent mieux qu'une. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on sait qu'il peut avoir euh, déchiré de la protection, c'est quand même moins probable avec deux qu'avec un. Maintenant, je ne suis pas vraiment dans le conseil technique de la chose. Moi, je ne suis pas forcément un expert de ce domaine-là. J'aborde le sujet purement médical. Sujet purement médical. OK. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non, il n'y a pas une autre question. OK. S'il n'y a pas une autre question, on va clore ce live qui avait pour seul objectif de répondre de manière précise à une question. Alors, ce programme PrEP coûte combien en pharmacie? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il coûte parce que déjà, du moins en Europe, hein, en France notamment, c'est quand même les infectiologues qui prennent en charge les patients VIH ou alors les sujets à risque. Je pense qu'ils prescrivent ça. D'ailleurs, que ça obéit à un protocole bien particulier dont je ne vous parlerai pas parce qu'il n'est même pas question de faire la promotion de ça. Voilà. Donc, combien ça coûte en sachant que en France, encadré, parce il y a une indication. Je pense que ça c'est pris en charge par la sécurité sociale. Parce que, comme je dis, ça permet, in fine, de faire des économies à la sécurité sociale française et en Occident, notamment. Donc, là-bas, je ne sais pas combien ça coûte. Je pense que ça ne coûte rien. Je, Ça n'existe pas en Afrique, ou du moins dans des pays un peu bizarres comme le Cameroun, ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui ont ça, généralement, c'est des gens qui ont donc des moyens et qui ont des facilités, voilà, et passent par des, des relations, certainement même des relations auprès des médecins qui travaillent dans le VIH pour acquérir euh, ce traitement, entre guillemets. Alors, Facebook user me demande, salut Doc, au regard du fait que la plupart des Camerounais font l'amour sans préservatif, pourquoi ce virus n'a pas encore décimé les Camerounais? Bon, bonne question. Bonne question. Après, je ne sais pas quel est le pourcentage des Camerounais qui le font sans préservatif versus le pourcentage des non-Camerounais, par exemple des Occidentaux, je prends l'exemple par exemple des Français qui le font sans préservatif, compte tenu de la prévalence de la maladie là-bas. Je ne sais pas, mais simplement ce qu'il faut savoir, c'est que après des campagnes de sensibilisation très importantes, je pense qu'effectivement, le taux de prévalence du VIH est encore en train de reprogresser
dans plusieurs pays en Afrique, hein, dont au Cameroun. Je ne connais pas les chiffres parce que ce n'est pas mon domaine, mais je sais que il y a un relâchement des mœurs et qu'il y a une progression. On serait étonné si on faisait vraiment des campagnes de dépistage tout azimut, on serait assez étonné. Maintenant, pourquoi les gens ne signent pas? Parce que c'est vrai que si on est contaminé, même si on ne le sait pas à un moment donné, la maladie progressant, on va atteindre la phase de l'immunodéficience avec signes cliniques du VIH. Donc, quand on va rentrer dans la maladie, c'est vrai. Mais là aussi, il faut demander plutôt aux spécialistes infectiologues ce qu'ils en pensent du taux de mortalité dû au VIH au Cameroun et en Afrique. Je pense qu'il est loin d'être négligeable. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Très bien. Alors, chers amis, comme j'ai dit, on va souvent multiplier au moins une fois par semaine dans la mesure du possible. Et probablement, ce sera le samedi, peut-être samedi en début d'après-midi, enfin, de toute façon, genre 16 heures, heure de Paris. Je ferai un live médical d'une heure, une heure et demie. Voilà. Allez, je vous dis merci pour votre attention et à très, très bientôt. Ciao, ciao.